Bienvenue sur le podcast Infrastructure et Développement. Je suis Mamoudou Bokoum, votre hôte dans ce podcast dédié aux enjeux de développement des infrastructures en Afrique. Dans ce quatrième épisode, nous abordons les enjeux de développement de l'électricité en Afrique. Cet épisode est diffusé en deux parties. Dans la première partie de cet épisode, nous apportons des réponses aux questions clés suivantes. Quels sont les défis majeurs pour le secteur de l'électricité en Afrique et quelles sont les potentielles solutions pour relever ces défis? Comment est généralement organisé le secteur de l'électricité? Quelles sont les principales fonctions qu'on y retrouve? Peut-on réellement parler de bonnes pratiques quand il s'agit d'organiser le secteur de l'électricité? Quel est le potentiel de participation du secteur privé dans la chaîne de valeur du secteur de l'électricité? Et quels sont les enjeux liés à cette participation? Dans la deuxième partie de cet entretien, nous apporterons des réponses aux questions suivantes. Quels sont quelques exemples de réformes réussies du secteur de l'électricité dans le continent? Quels sont les changements majeurs qui ont été apportés? Quels sont les enjeux climatiques pour le secteur de l'électricité en Afrique et quelles pourraient être les opportunités de solutions pour faire face à ces enjeux? Quelles sont les chances de l'Afrique pour l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 7, notamment en termes d'accès universel? Pour répondre à ces questions, nous avons donné la parole à Clara Kaiser-Bril, la directrice de l'unité Power ou unité électricité au sein de CPCS. Clara est ingénieure en génie électrique avec une vingtaine d'années d'expérience dans plusieurs continents, notamment l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Son expertise couvre l'ensemble du cycle de vie des projets dans le secteur, y compris les réformes pour organiser le secteur, les études de préfaisabilité et de faisabilité, ainsi que l'évaluation de projets. En tant que chef de mission ou chef d'équipe, Clara a dirigé avec succès des équipes internationales comptant jusqu'à 30 personnes et géré des contrats d'une valeur de plus de 20 millions de dollars. Bonjour Clara. Bonjour Mamoudou. Merci encore de nous rejoindre dans cet épisode qui est une introduction, on va dire, au secteur de l'électricité. Nous avons reçu Jean-François Arsenault il y a un peu plus d'1 mois qui nous avait présenté CPCS, un cabinet de conseil spécialisé dans les infrastructures de transport d'énergie et les partenariats publics-privés. Vous dirigez l'unité énergie au sein de CPCS. Pourriez-vous nous présenter brièvement cette unité? Merci. Alors oui, l'unité Power, en bon français, au sein de CPCS, c'est une équipe de spécialistes du secteur de l'électricité, principalement des économistes et des ingénieurs, avec des profils variés sur les énergies plus traditionnelles, sur les énergies renouvelables, sur les grosses infrastructures de production et de transport d'électricité raccordées au réseau, mais aussi des expériences sur l'électrification rurale et les mini-réseaux, les solutions plus décentralisées. Et nous intervenons à travers le continent africain. On est présent, vraiment un petit peu partout, sur des questions de politique et de stratégie pour le secteur, donc souvent, directement en travaillant avec les ministères en charge, du secteur électrique. On intervient sur, le développement du cadre légal et de la réglementation pour encadrer le secteur électrique et pour l'amener à évoluer, vers souvent plus de participation du secteur privé, plus de promotion des énergies renouvelables. Nous intervenons aussi sur des projets bien spécifiques, souvent en tant que conseil en transaction auprès des gouvernements. Donc, lorsque les gouvernements négocient, des gros contrats pour la participation du secteur privé sur la construction d'infrastructures, ces contrats doivent être équilibrés, doivent, respecter à la fois les intérêts, du secteur privé, mais aussi les intérêts du public et donc nous accompagnons les gouvernements pour négocier ces contrats. Voilà et puis on est aussi assez présent avec certains grands bailleurs de fonds. On travaille avec la Banque africaine de développement, avec la GIZ, avec le Millennium Challenge Corporation, avec la Banque mondiale à travers le continent africain. Merci beaucoup Clara pour cette introduction. Ça montre clairement que CPCS offre une large palette d'expertise quand il s'agit du secteur de l'électricité. Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, vous avez beaucoup d'expérience dans le secteur de l'électricité, notamment en Afrique. De par votre expérience, quels sont les grands défis aujourd'hui qu'on peut identifier pour le secteur de l'électricité dans le continent? Et quelles sont les potentielles solutions pour relever ces défis?
Alors c'est effectivement une énorme question à laquelle il y a pas de réponse simple et c'est important, de garder en tête aussi que quand on parle de l'Afrique, en fait, on parle de beaucoup de pays qui ont des réalités diverses et qui ont des défis, qui peuvent être très différents. Mais si on prend un peu de recul et qu'on essaye d'identifier les grandes tendances, la réalité vécue par la population sur le continent africain, c'est d'abord un faible taux d'électrification. D'après les estimations, il y a entre 500 et 600 millions de personnes sur le continent qui n'ont pas accès à l'électricité. Alors, beaucoup de variabilité, hein. Dans le nord de l'Afrique, dans le Maghreb, on a, en général des taux d'électrification qui sont très élevés. C'est également le cas en Afrique du Sud. On a certains pays aussi, qui font des énormes progrès très rapides en termes d'électrification. C'est le cas du Sénégal, c'est le cas du Rwanda, Kenya aussi a progressé, très, très vite. Mais certains pays, au contraire, restent, très peu électrifiés, aujourd'hui. Et puis pour ceux qui ont l'accès à l'électricité, on croise souvent des problèmes de qualité. Beaucoup de coupures de courant, planifiées ou non planifiées. On parle souvent de délestage. Quand il y a, pas assez de capacité de production d'électricité pour faire face à la demande, on est obligé de mettre certains clients dans le noir. Quand on a du courant, il peut être de mauvaise qualité avec des fluctuations de tension qui peuvent être problématiques, pour certains équipements. Et puis, beaucoup de clients des sociétés nationales d'électricité ont des relations commerciales avec leurs sociétés d'électricité qui sont pas forcément optimales. On peut avoir des longs délais pour obtenir un branchement, par exemple. On peut avoir des agences commerciales qui sont situées loin, qui sont pas pratiques d'accès, qui n'offrent pas des services dématérialisés sur internet. Et puis, un autre aspect, encore une fois vis-à-vis du consommateur, c'est que l'électricité dans beaucoup de pays africains est chère. Les prix pour les consommateurs sont parfois très élevés, jusqu'à 2 ou 3 fois plus élevés que dans des pays développés. Dans certains pays africains, la population est souvent une population pauvre qui a peu de moyens, paye 40 centimes de dollars US par kilowattheure ou voire 50 centimes dans certains cas, alors que, dans beaucoup de pays industrialisés, on est plutôt autour de 15 centimes. Donc voilà, on se retrouve avec une population qui a peu accès, qui quand elle a accès, la qualité est pas forcément bonne et souvent des prix qui sont extrêmement élevés, et incompatibles avec, les faibles moyens, de la population. Et puis ces problèmes qui sont vécus par la population, ils sont aussi vécus par les entreprises, par les industries, par l'économie en général. Donc les difficultés liées au secteur de l'électricité, c'est des problèmes socio-économiques et c'est aussi, des entraves, au développement, économique industriel. Et c'est intéressant, et en même temps, on voit clairement effectivement tout ça là, comment ça peut impacter le développement économique et social et surtout effectivement la performance des entreprises. Mais j'ai envie un peu de pousser quelque part, bien que je sais que la question peut être très difficile à répondre, mais pourquoi cette situation-là? Pourquoi on en est là actuellement? Alors là, pareil, c'est une question complexe, à laquelle on peut répondre, de différentes manières. Mais si on regarde, c'est quoi finalement le secteur de l'électricité? C'est de la production d'électricité dans des centrales électriques, qui est ensuite transportée dans des lignes à haute tension et puis, distribuée dans des réseaux, moyenne et basse tension, au niveau des villes. Et ce qu'on voit encore une fois avec beaucoup de contrastes d'un pays à l'autre, mais les problématiques récurrentes qu'on peut trouver tout au long de cette chaîne d'approvisionnement, c'est d'abord pas assez de capacité de production, donc pas assez de centrales électriques. Pourquoi ça? Parce que beaucoup de pays africains font face à des contraintes à l'investissement. Il y a pas assez d'argent public pour investir et puis, il y a des conditions, un environnement qui est pas toujours propice à l'investissement privé. Du coup, ça manque, d'investissement pour construire de nouvelles centrales électriques et puis, beaucoup de pays africains sont en forte croissance à la fois démographique et économique. Donc il faudrait pouvoir investir très fréquemment pour suivre la demande. On a certains pays où la demande va doubler, en 15 ans, en 20 ans, donc il faut vraiment un rythme d'investissement très soutenu. Et puis, beaucoup de centrales qui existent aujourd'hui utilisent des énergies fossiles qui sont souvent importées et donc qui sont, chères et puis là, on voit particulièrement en ce moment, très exposées aux fluctuations de prix, sur les marchés internationaux. Alors, face à ça, on peut esquisser quelques solutions. Aucune d'elles n'est facile ni rapide à mettre en œuvre, mais, on voit que ça commence à se développer. Donc il y a les ressources énergétiques locales, beaucoup de solaire dans les pays du Sahel et certains pays, de la région, qui sont assez en pointe dans le développement de leurs ressources solaires. C'est le cas au Sénégal où il y a pas mal de, nouvelles, centrales solaires qui ont été construites, récemment.
Dans les pays d'Afrique équatoriale, il y a une forte, ressource, en hydroélectricité qui est dans certains pays, très peu développés. Le meilleur exemple, c'est, la, République démocratique du Congo, qui a un potentiel gigantesque pour l'hydroélectricité, notamment avec le site de Inga, et ce potentiel reste à développer. En Afrique de l'Est, il y a la géothermie. Tous les pays qui sont le long du Rift, le Kenya, le Rwanda, qui peuvent, développer ce potentiel de géothermie. Et puis il y a le gaz naturel aussi. Plusieurs pays, africains ont découvert d'importantes réserves de gaz naturel, au Sénégal, au Mozambique, pour en citer 2. Et ce gaz naturel peut évidemment, être une source de revenus quand il est exporté, mais peut aussi servir à produire de l'électricité, avec une ressource domestique, donc de mieux maîtriser les quantités, de mieux maîtriser les prix. Alors, ceci concerne la partie production de la chaîne de valeur. Que peut-on dire du transport? Pour transporter l'électricité depuis, les sites de production jusqu'aux grands centres de consommation d'électricité, donc souvent les grandes villes, il faut construire des lignes à haute tension. Et pareil, ces lignes à haute tension, ça représente un coût. C'est un investissement, qui est important, et souvent, il y a des problèmes de sous-investissement dans les lignes électriques, et c'est particulièrement flagrant pour tout ce qui concerne les interconnexions régionales. Parce que pour mieux développer la ressource et pour mieux assurer la résilience du système électrique, c'est, très bénéfique d'avoir des interconnexions avec les voisins. C'est beaucoup ce qui se passe en Europe, par exemple. En Europe, les pays sont tous interconnectés. Du coup, ben, quand le Danemark, par exemple, qui est un gros producteur éolien, a un excédent de production éolienne, eh ben, il peut l'envoyer à ses voisins. La Norvège, qui a, d'énormes ressources hydroélectriques, peut, également l'exporter, vers le reste du continent. Et puis quand un pays fait face à une grosse panne sur une centrale électrique, bah, il peut, importer en urgence de ses voisins pour permettre de stabiliser le réseau. En Afrique, il y a beaucoup moins d'interconnexions et entre pays, et donc le développement des interconnexions régionales, c'est vraiment, aussi une piste, pour améliorer les choses, pour mieux développer les ressources et pour rendre les réseaux plus résilients. Et il y a des organisations, en Afrique de l'Ouest, on peut citer, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, le WAP, le pool, énergétique, d'Afrique de l'Ouest, donc qui sont des organisations qui œuvrent pour, développer les interconnexions régionales. Merci Clara. On vient d'aborder les deux premiers maillons de la chaîne, à savoir la production et le transport. Qu'en est-il de la distribution? Pour la distribution, effectivement, le dernier maillon de cette chaîne entre, la production d'électricité puis le consommateur, on a souvent des gros problèmes de vétusté des réseaux de distribution. Donc pareil pour des problématiques, de manque d'investissement, de manque de moyens aussi pour assurer la maintenance. Ce qu'on voit souvent à la fois dans les grandes villes et puis dans les campagnes, c'est que le réseau de distribution a été construit il y a 10 ans, il y a 15 ans, puis la population a grandi, donc elle s'est enrichie aussi souvent, et heureusement dans certaines villes. Donc les besoins augmentent et on se retrouve contraint par, la capacité des lignes de distribution. Si on imagine qu'une ligne de distribution, c'est un peu comme un tuyau, dans lequel on transporte l'électricité, bah, le tuyau, il a été, dimensionné pour, 20 personnes, il y a 15 ans, puis aujourd'hui il y a 40, il y a 50 personnes qui ont besoin d'être alimentées par le même tuyau. Le tuyau est trop petit, et donc on a des goulets d'étranglement comme ça sur le réseau de distribution qui, peuvent ensuite se transcrire par des pannes, par des délestages. Donc on met dans le noir, certaines parties du réseau parce que, le réseau n'est pas assez, solide pour faire transiter toute l'énergie dont on a besoin. Et puis il y a aussi la question des pertes sur le réseau de distribution. Quand, encore une fois, pour reprendre l'analogie, les tuyaux sont trop petits, ben, on perd de l'énergie. Donc on a, 100 kWh en entrée du réseau, et il y a seulement 90-80 qui arrivent chez les clients, parce qu'il y a des pertes, ce qu'on appelle des pertes techniques, sur le réseau. On peut dire clairement que les enjeux sont majeurs, mais certainement pas insurmontables, et vous avez dégagé quelques pistes de solutions. J'ai envie de dire qu'avoir un cadre adapté serait certainement déterminant. Et en vous écoutant balayer la chaîne des valeurs, en parlant des enjeux, j'ai envie de vous demander comment est généralement organisé le secteur de l'électricité. Quelles sont les principales fonctions qu'on y retrouve? Alors on a parlé de production, transport et distribution, qui est la manière traditionnelle d'envisager le secteur de l'électricité. À ces 3 fonctions qui sont physiques, générer les kilowattheures et puis, ensuite les transmettre jusqu'au client, se rajoute une fonction commerciale de vente, qui peut parfois être distinguée. Donc il y a la distribution, c'est l'acte physique
d'amener l'électricité jusqu'au client et puis il y a la vente qui est l'acte commercial de, leur facturer, cette énergie. Donc ça c'est l'organisation traditionnelle du secteur qui est un petit peu, en train d'être remise en cause parce qu'avec, par exemple, les panneaux solaires, les consommateurs se mettent de plus en plus à produire eux-mêmes leur électricité et puis c'est aussi possible avec, ce qu'on appelle les énergies renouvelables décentralisées, donc des petites fermes solaires, des petites fermes éoliennes, des petites centrales hydroélectriques, de produire au plus près de la population et donc au lieu de passer par le transport, par exemple, eh ben, on produit directement, proche de la ville, directement sur le réseau de distribution. On a aussi le fait, alors pas encore beaucoup en Afrique, mais on peut s'attendre à voir ça se développer, qu'il y a ce qu'on appelle les systèmes de gestion de la demande où les consommateurs peuvent eux-mêmes décider de se déconnecter à certains moments, lorsque, il n'y a pas assez d'électricité sur le réseau. Et donc au lieu d'une relation dans un seul sens de production, transport, distribution et puis on vend au client qui est passif, on arrive de plus en plus dans des relations dans les 2 sens, où les clients, ils peuvent produire de l'électricité avec leurs panneaux solaires, l'injecter sur le réseau. Ils peuvent décider à quel moment ils vont prendre de l'énergie du réseau, puis à quel moment ils vont se déconnecter, par exemple en répondant à des signaux de prix. Donc cette organisation traditionnelle est en train d'évoluer, mais elle peut rester pertinente pour comprendre, les grandes fonctions du secteur et pour schématiser, il y a 2 façons d'organiser ces grandes fonctions: production, transport, distribution, vente. Soit, on a une seule entreprise publique, contrôlée par l'État, qui fait tout et c'était l'organisation dominante un peu partout dans le monde, y compris en Afrique, jusqu'à il y a, 10-20 ans. Il en reste encore, beaucoup de traces avec, dans la plupart des pays africains, une société nationale qui est encore présente sur l'intégralité de la chaîne. C'est le cas au Sénégal avec la Sénélec qui produit, transporte et distribue, l'électricité. C'est, le cas en France, où, EDF, bon, qui a subi beaucoup de transformations, mais EDF reste, un acteur majeur à la fois au niveau de la production et de la distribution et de la vente d'électricité et puis un petit peu avec le transport ils restent aux propriétaires, d'une partie de RTE, le réseau de transport. Donc ça, c'est à un bout du paysage, on va dire, une grosse société qu'on appelle verticalement intégrée, puisqu'elle combine toutes les fonctions, dans une seule, organisation, généralement publique. Et puis de l'autre côté, on peut avoir un secteur très libéralisé, ouvert à la compétition et à l'investissement privé, avec une multiplicité d'acteurs. Et dans ce cas-là, l'État ne garde qu'un rôle minimal de supervision et d'arbitrage. C'est un modèle qui est complètement libéralisé, qui est moins répandu. C'est le cas dans certains États américains. Mais en fait, la plupart des pays aujourd'hui se trouvent entre les deux. On n'a plus ce gros géant intégré qui fait tout et qui est entièrement contrôlé par l'État. On n'est pas complètement libéralisé, il reste de la présence de sociétés publiques sur tout ou partie de la chaîne, mais on fait rentrer beaucoup d'acteurs privés, notamment au niveau de la production, de plus en plus au niveau, de la distribution et ou de la vente et puis, ça commence aussi à voir le jour, d'avoir de la participation privée au niveau du transport, d'électricité. Le tout étant nécessairement très bien encadré par les autorités de régulation. Clara, vous avez parlé des modèles traditionnels qui est en évolution et j'ai envie un peu de m'arrêter là parce que vous savez très bien qu'il y a cette tendance-là à vouloir, on va dire, prendre des modèles qui sont occidentaux des fois, à les transférer directement tels quels en Afrique. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler vraiment de bonnes pratiques internationales quand il s'agit d'organiser le secteur de l'électricité? Alors comme je le disais, en fait, il y a une multiplicité d'organisations possibles et puis chaque pays a aussi le poids de son histoire qu'il faut respecter. Donc il y a pas une bonne façon de faire qu'il faudrait faire partout. On a pas mal reproché à certaines institutions internationales et un petit peu d'avoir cherché à un moment d'imposer la privatisation des entreprises publiques, partout, y compris dans le secteur de l'électricité. On est pas mal revenu de ça aujourd'hui. Il y a pas une organisation qui est bonne partout. La privatisation, bah, des fois ça marche, puis des fois ça marche moins bien. Donc on peut dire il y a quelques principes directeurs quand même qui permettent une meilleure performance, mais chacun de ces principes a besoin d'être adapté au contexte particulier du pays et puis, à son histoire, aux structures qu'il a héritées du passé. Alors
Après, un 1er point, c'est qu'il y a certains segments de cette chaîne qui se prêtent bien à l'investissement privé, puis d'autres qui s'y prêtent moins bien. Celui qui s'y prête le mieux et sur lequel l'investissement privé est le plus présent, sur le continent africain, c'est la production. Parce qu'à condition de bien l'encadrer, la production privée d'électricité, ça peut être gagnant-gagnant. On ouvre un secteur économique pour des acteurs privés qui vont pouvoir faire des profits, mais en même temps, quand c'est bien encadré, ça permet souvent, de produire l'électricité à des coûts plus faibles que quand c'est fait dans le cadre des monopoles, publics verticalement intégrés dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi? Parce que quand une façon de faire, qui est de plus en plus, répandue, c'est de dire: «OK, tel pays a besoin de construire des nouvelles capacités de production, et ben, on va lancer un appel d'offres auquel différents acteurs privés vont pouvoir répondre et on va faire jouer la compétition pour, obtenir le kilowattheure le moins cher». Donc on lance un appel d'offres, par exemple, pour, de l'énergie solaire, et puis on va autoriser le, moins 10 ans, donc celui qui va nous offrir le meilleur prix du kilowattheure, on va l'autoriser à construire sa centrale et à vendre, à un prix garanti pour une certaine période de temps qui va lui permettre de rentabiliser son investissement. C'est, par exemple, ce qui a été fait au Sénégal avec, le mécanisme Scaling Solar, qui a permis d'arriver à des prix du kilowattheure solaire, extrêmement intéressants, de l'ordre de 4 ou 5 centimes de dollars US. Donc ce mécanisme-là, de mise en concurrence du secteur privé, pour acheter un kilowattheure moins cher, il fonctionne bien et il est de plus en plus utilisé à travers le continent africain. Bon, il y a malheureusement des contre-exemples où ça se passe moins bien. Deux gros types de problèmes qu'on peut avoir. D'abord un problème de coordination. Comme on le disait tout à l'heure, la demande dans de nombreux pays africains, elle augmente rapidement. Et du coup, il faut construire des nouvelles capacités au bon rythme. Mais ce bon rythme, il est difficile à avoir. Et certains pays se sont retrouvés à signer trop de contrats avec trop de producteurs d'électricité. Et donc, bah, ils doivent honorer ces contrats, donc ils doivent payer, et pour des kilowattheures dont ils n'ont pas besoin, parce que la demande, elle n'a pas évolué exactement au rythme qu'on anticipait. Donc ça, c'est une difficulté à laquelle le Ghana, par exemple, fait face aujourd'hui. Et puis, il y a un autre type de problème qui est celui des contrats qui ont été mal négociés et où certains États se retrouvent à payer beaucoup trop cher pour du kilowattheure parce qu'on n'a pas fait jouer la concurrence, parce que malheureusement il y a eu aussi des cas de corruption et donc des sociétés d'électricité qui se retrouvent avec des factures exorbitantes parce qu'elles sont pieds et poings liés par des contrats mal négociés qui ne sont pas dans leur intérêt. Donc la production d'électricité privée, ça peut être gagnant-gagnant, ça peut être un vrai facteur de progrès, mais en même temps ça doit être bien encadré parce qu'il peut y avoir des écueils. De l'autre côté de la chaîne, c'est beaucoup plus difficile souvent de mobiliser l'investissement privé pour, développer l'électrification rurale. Pourquoi? Ben, parce que l'électrification rurale, c'est plus difficile d'en faire quelque chose de rentable. On a une multiplicité de clients qui sont pas forcément très solvables, qui peuvent par exemple avoir des fluctuations saisonnières dans leur capacité à payer pour l'électricité. En période de soudure, et ben, on n'a plus d'argent pour payer l'électricité, donc on paye plus. Donc un investisseur privé qui irait, vendre de l'électricité en zone rurale, ben, il peut faire face comme ça à ces fluctuations. En plus, en zone rurale, c'est des petits clients qui vont consommer très peu chacun et par contre, c'est des gros investissements parce qu'ils sont loin, ils sont dispersés, donc il faut des longues lignes électriques pour leur apporter l'électricité. Donc typiquement, autant la production d'électricité privée, ça se développe pas mal et c'est de plus en plus présent, c'est présent dans la majorité des pays africains aujourd'hui ou en cours de développement. Autant l'investissement privé pour l'électrification rurale, pour développer les réseaux électriques en zone rurale, bah, c'est plus difficile d'arriver à ce partenariat gagnant-gagnant où à la fois c'est bénéfique pour l'investisseur et bénéfique pour les populations. Il y a des exemples où ça fonctionne, mais c'est moins répandu. Donc un point important à garder en tête, c'est que quand on permet à des joueurs privés d'entrer sur le marché, il faut un arbitre. Parce que le secteur privé, son objectif, c'est de maximiser ses profits. Donc il faut avoir un arbitre neutre qui va préserver l'intérêt du public, donc qui va encadrer l'action, des privés de manière à ce qu'ils fassent des profits raisonnables, mais pas excessifs. Un très bon exemple de ça, c'est, la régulation tarifaire. Quand on a le secteur privé qui est autorisé à vendre l'électricité directement aux consommateurs. Les consommateurs ne peuvent pas faire un appel d'offres, comme on disait tout à l'heure, où on fait un appel d'offres, puis on prend le moins 10 ans, celui qui offre le kilowattheure le moins cher. Les consommateurs, quand, je sais pas, quand ils vont au marché acheter des tomates, ils peuvent choisir d'acheter au moins cher. Mais pour l'électricité, souvent, il y a un seul réseau de distribution, donc ils sont pieds et poings liés avec un distributeur. Et quand ce distributeur est privé, bah, il faut encadrer le tarif qu'il a le droit
de charger à ses consommateurs, de manière à ce que ce tarif, il soit juste. Et ça, c'est le rôle, d'une entité, qu'on appelle le régulateur, qui est une entité publique et qui doit, typiquement dans le cas des tarifs, vérifier que les tarifs permettent à l'opérateur, qu'il soit public ou privé, de, rentrer dans ses coûts. Parce que s'il ne peut pas rentrer dans ses coûts, il va faire des pertes. S'il fait des pertes, il pourra plus acheter, de fuel pour faire tourner ses centrales. Il pourra plus, acheter des pièces de rechange, quand le réseau sera en difficulté. Donc c'est important que le tarif, reflète vraiment les coûts. Mais c'est important aussi d'encadrer les profits, surtout quand il s'agit d'opérateurs privés. Et on a malheureusement certains cas dans certains pays africains, où, les opérateurs privés sont peu encadrés et où ils chargent des prix absolument exorbitants. J'ai vu dans certaines zones, où le secteur de l'électricité est très peu encadré, des prix pouvant aller jusqu'à 1 $ US du kilowattheure, ce qui est un prix absolument, exorbitant à charger à la population. Ça, c'est quand les tarifs sont pas ou peu, régulés dans certains cas particuliers. Donc la régulation, c'est vraiment une fonction clé du secteur. J'aimerais bien m'arrêter sur cette idée que les tarifs reflètent, on va dire, les coûts. Quand on dit ça, bon, on sait le plus souvent qu'il y a des subventions au niveau, en tout cas, de l'Afrique. Est-ce qu'on s'attend à ce que le client final, le consommateur, paye ces tarifs-là ou, voilà, par ça, on entend juste qu'il faudrait que le producteur s'y retrouve? Alors ça, c'est vraiment une question politique auquel différents pays, répondent différemment. Certains pays font exactement comme vous venez de dire. Le producteur doit s'y retrouver et pour qu'il s'y retrouve, on décide que le consommateur doit payer une partie des coûts via le tarif, via sa facture mensuelle et puis c'est l'État qui met la main à la poche pour payer le reste. Ça peut fonctionner. Quand l'État a les moyens de le faire et quand c'est bien encadré, ça peut fonctionner. D'autres pays font différemment, d'autres pays décident que, non, c'est au consommateur de payer et donc on a des tarifs qui reflètent entièrement les coûts qui peuvent être plus élevés et on peut décider aussi que, certains consommateurs vont subventionner d'autres catégories de consommateurs. Par exemple, s'il n'y a pas de subvention publique disponible, par choix ou par contrainte, sur l'argent public, on peut avoir ce qu'on appelle un tarif social, où les consommateurs les plus pauvres, vont payer nettement moins cher et puis on compte sur les consommateurs un peu plus riches ou sur les industriels pour subventionner d'une certaine manière, les consommateurs les plus pauvres. Il y a beaucoup de façons de faire. Ce qu'on voit souvent, c'est, d'avoir la 1re tranche de consommation, calée sur ce qu'on s'attend, de voir en termes de besoins pour une famille, moins favorisée et où ils vont payer leur kilowattheure un prix préférentiel. Par exemple, les 30 premiers kilowattheures ou les 50 premiers kilowattheures sont nettement moins chers pour permettre, aux plus pauvres, d'avoir accès à l'électricité. Et puis il y a une dernière façon de faire, je ne sais pas si on la rencontre sur le continent africain, mais on la rencontre par exemple en France, c'est de dire: «Bon, l'électricité elle est vendue, à son prix, au même prix pour tout le monde, mais derrière on a un chèque énergie, c'est-à-dire une subvention qui est versée directement aux ménages les plus vulnérables pour leur permettre de faire face à leurs dépenses énergétiques». Donc effectivement, il y a plein de façons de trouver le bon équilibre entre avoir suffisamment d'argent qui rentre dans les caisses de l'opérateur pour qu'il puisse faire correctement son travail et préserver, les intérêts des consommateurs les plus pauvres ou parfois les intérêts des industriels aussi. On peut décider que pour attirer les industriels, pour leur permettre de se développer, on va leur vendre l'électricité très peu cher. Ça peut être un choix politique aussi. Et c'est vraiment, encore une fois, des choix politiques qui doivent être ensuite en cohérence avec, la politique économique et sociale du gouvernement. Et le régulateur derrière, son rôle, c'est d'appliquer ça. Tout à fait. Donc, j'entends bien effectivement qu'il n'y a pas de solution, on va dire, voilà, qui peut être transférée partout. Il faudrait trouver une solution adaptée aux réalités socio-économiques de chaque pays. Et peut-être juste pour finir cette partie organisation, qu'est-ce que vous direz un peu de la participation du secteur privé dans la partie, on va dire, distribution et vente? Alors c'est une question complexe et on a des exemples où ça fonctionne bien, puis des exemples où ça fonctionne beaucoup moins bien. Comme je disais tout à l'heure, quand on parle de distribution, dans beaucoup de pays africains, le réseau de distribution, il faut encore le faire grandir. Parce qu'on est sur des populations en forte croissance et puis souvent aussi sur des niveaux de vie qui augmentent et donc des niveaux de consommation d'électricité qui augmentent. Ça veut dire que l'acteur en charge de la distribution, il doit investir dans son réseau. Et investir dans son réseau, si, on le laisse juste appliquer une logique de secteur privé, il va investir là où c'est rentable. Donc dans les quartiers densément peuplés et dans les quartiers les plus riches, là où on a les plus gros consommateurs. Donc déjà, si on a un acteur privé qui est en charge de la distribution, il faut qu'il soit tenu
par le régulateur ou par l'État à investir non seulement là où c'est rentable pour lui, mais aussi dans les zones moins favorisées, que ce soit en zone rurale ou bien dans les zones périurbaines, dans les quartiers peut-être plus pauvres où on s'attend à ce que les consommateurs consomment moins. Donc il faut qu'il y ait ces incitations en place pour être sûr que les investissements, ils vont aller au bon endroit pour développer de façon égale et pas seulement se concentrer sur les «meilleurs clients» entre guillemets. Et puis, un autre aspect, avec, quand on fait rentrer, des acteurs privés, ça va être l'incitation à la performance. Parce qu'on disait que les tarifs doivent refléter les coûts ou être compensés par des subventions. Mais c'est quoi le coût juste, en fait? Si on laisse l'acteur privé ou public juste faire la liste de ses coûts et puis, dire, au régulateur: «Bon ben, OK, maintenant j'ai le droit de me rembourser ces coûts-là, grâce aux tarifs, ou à des subventions», ben, on perd de vue un peu l'idée de performance. Donc ça aussi, c'est un aspect important. Quand il y a un acteur privé, mais ça peut s'appliquer aussi à un acteur public, ben, il faut qu'on ait des indicateurs de performance ou alors ce qu'on appelle un benchmark, c'est-à-dire une comparaison avec d'autres, opérateurs ailleurs pour dire: «OK, on va te permettre de rentrer dans tes coûts, mais il faut que tes coûts, ils soient optimisés. Donc il faut réduire les pertes. On parlait tout à l'heure de pertes techniques quand les réseaux sont mal entretenus et ou sous-dimensionnés face à une demande qui a augmenté. On peut avoir aussi ce qu'on appelle les pertes non techniques, c'est-à-dire de l'électricité qui est injectée dans le réseau, qui est consommée, mais qui n'est pas payée. Et ces pertes non techniques, elles peuvent venir, de vol d'électricité, de gens qui se raccordent, un peu en mode pirate. Ça peut venir aussi, de gens qui vont, jouer avec leur compteur, pour sous-compter et donc payer moins. Mais ça peut être aussi la corruption, des releveurs de compteurs, qui, vont accepter un petit pourboire, pour, baisser la facture. Ça peut être, des inefficacités au niveau du système de facturation, juste un système de facturation qui fonctionne pas bien et donc on facture pas tout le monde ou on facture pas suffisamment régulièrement. Il y a beaucoup de raisons qui font que l'électricité peut être consommée mais pas payée et donc il faut que l'acteur, ait une incitation à la performance là-dessus. Parce que s'il a juste le droit de faire passer ses coûts dans la facture au final, il a pas cette incitation de performance. Donc que l'acteur soit public ou privé, il faut vraiment avoir en place un cadre de vérification de sa performance, d'incitation à la performance, pour être sûr qu'il fasse de son mieux, à la fois pour distribuer l'électricité au plus grand nombre et pour le faire de façon efficace en réduisant les coûts. On peut voir à travers l'Afrique, on a des exemples, d'opérateurs privés ou publics-privés qui sont performants. C'est le cas, par exemple au Cameroun avec Eneo qui a un partenariat public-privé. Mais, on peut avoir des acteurs publics, qui fonctionnent bien, par exemple au Rwanda et puis, on a des exemples, d'acteurs privés où ça n'a pas fonctionné. Par exemple Veolia au Gabon, il y a eu des grosses difficultés et ces difficultés, elles sont vraiment, multifactorielles, donc c'est difficile de dire c'est la faute du privé ou c'est la faute de l'État qui a mal encadré le privé ou qui lui a pas donné les moyens de sa réussite. C'est vraiment assez complexe. Ceci met fin à la première partie de cet épisode. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour la deuxième et dernière partie de cet entretien, toujours avec notre invitée Clara Kaiser-Bril, la directrice de l'unité Power au sein de CPCS. Le développement de l'Afrique passera inévitablement par le développement d'infrastructures qui favorisent une croissance économique durable et inclusive, une économie du bien-être. Ceci fait du développement des infrastructures une affaire pour tous, une affaire de tous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Infrastructure et Développement. Ceci est un cadre d'échange pour vous. Partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous faire part de votre appréciation et de vos suggestions d'amélioration. À très bientôt pour un autre épisode.